Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, Bonjour. avec, suite, à quelques petits incidents techniques, on va pouvoir effectivement commencer. Je suis Myriam Lubino-Bicinte, la mandataire, de l'UDE-MEDEF à l'ANACT. Donc, je rappelle que l'ANACT, donc c'est l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Juste un petit point pour, préciser quand même que l'ANACT a 5 priorités là actuellement. La première, c'est de promouvoir la qualité de vie et des conditions de travail dans les TPE et PME. Ensuite, de développer le dialogue social sur les conditions de travail, renforcer la prévention de l'usure professionnelle, accompagner les mutations du travail, donc télétravail, transition numérique et écologique, projets d'investissement, et enfin soutenir des démarches sectorielles et territoriales pour répondre aux difficultés de recrutement et de fidélisation. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Madame Alix Tara, qui est donc la chargée de mission pour le fonds FACT, donc Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Et on a effectivement un appel à projet dont la date limite est le 10 novembre. Et on espère voilà, que l'UDE-MEDEF pourra porter au moins un projet et arriver effectivement à améliorer pour certaines entreprises voilà, les conditions de travail sur des sujets en lien avec les conditions de travail. Voilà. Je ne serai pas plus longue, je laisse la parole à Alix. Je remercie Chloé pour avoir mis en place effectivement le webinaire. Et donc, c'est parti. Alix, je laisse la parole et je coupe mon micro. Merci Myriam, bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Alix Tarare, je travaille à l'ANACT pour la mission FACT. Mon poste est basé à Lyon. Et je m'occupe plus particulièrement au sein de la mission FACT d'accompagner les ARACT qui souhaiteraient mettre en place un appel à projet sur leur territoire. D'où ma présence ici, puisque nous avons initié avec l'ARACT Corse, Guadeloupe, Réunion, Martinique, cet appel à projet dont je vais vous parler, qui porte sur les populations au travail en territoire insulaire en lien avec le management. Donc je vous ai, Myriam vous a présenté l'ANACT, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez des questions, on pourra bien sûr, j'y répondrai. Vous pouvez m'interrompre d'ailleurs si vous avez des questions en lien avec ce que je vais vous présenter. Et de toute façon, on a prévu un bon quart d'heure d'échange en fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Myriam, pouvez-vous passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, ou Chloé peut-être. Ah ben voilà, c'est Chloé qui a la main. Ah oui, c'est Chloé, pardon. Oui, Oui, oui. voilà, donc voilà, au cours de cette présentation, donc je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste le FACT, parce que c'est quand même un dispositif très cadré. Quel type de projets peuvent être financés dans ce cadre-là. Et puis, il y a des slides sur l'enjeu de cet appel à projet. Alors c'est dommage que Rosé Ergob ne soit pas là parce qu'il aurait pu vous en parler, bien mieux que moi qui ne connais pas, le territoire comme lui le connaît. Donc je serai relativement, généraliste sur ce point-là. J'essaierai quand même de répondre à vos questions, mais je pense que ma plus-value là va surtout porter sur les aspects techniques du FACT et la façon dont vous pouvez, vous embarquer dans ce dispositif si vous le souhaitez. Mhm. Myriam? Oui, Chloé. Chloé, pardon, je vais y arriver. Il n'y a Donc pas de souci. voilà, merci beaucoup Chloé. Donc le FACT, c'est un dispositif d'aide publique géré par l'ANACT par délégation du ministère du Travail qui permet de soutenir des projets innovants conduits par ou pour des PME. Par ou pour parce que la subvention peut permettre d'accompagner une entreprise. Mais la subvention peut aussi permettre de monter des projets plus ambitieux, qui seront pilotés par une tête de réseau, par un partenaire relais et qui vont embarquer plusieurs, entreprises ou associations.
Donc bien sûr, l'appel à projet, enfin le dispositif porte sur l'amélioration, des conditions de travail. Ah, petit écho. Mhm. Hem, on organise plusieurs appels à projets par an, des appels à projets nationaux, thématiques ou sectoriels. Et depuis l'année dernière, dans le cadre du plan national de relance, des appels à projets territoriaux qui permettent notamment aux ARACT de travailler en concertation avec ses partenaires pour être au plus près du territoire et des préoccupations du territoire. On soutient effectivement aussi de temps en temps des projets hors appel à projets. On a une enveloppe dédiée pour ça. La chose importante à retenir, c'est que le dispositif s'adresse à des entreprises ou associations de moins de 300 salariés, et qu'on a une enveloppe qui varie, qui va de 500 000 à 900 000 € par appel à projet. Pour cet appel à projet-là, la mission FACT a prévu une enveloppe de 500 000 €, mais on peut se laisser la possibilité de grappiller, quelques milliers d'euros si beaucoup de projets sont intéressants et qu'on veut embarquer le plus de porteurs de projets possible. Sachant que cette enveloppe de 500 000 €, on a prévu de la répartir donc entre les différentes ARACT qui participent, à cet appel à projet. Chloé, est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Vous m'entendez, Chloé? Oui, super. Donc je vous le disais, sont concernées les entreprises ou associations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, et aussi les organisations professionnelles, interprofessionnelles de branches, nationales ou leur représentation régionale, ou locale. Et ça peut être aussi des chambres consulaires ou des acteurs, relais territoriaux. Il existe deux autres dispositifs pour les organismes publics. Là, le FACT est vraiment dédié aux entreprises et aux associations. Chloé, je vous laisse passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est une slide importante qui synthétise, alors il y a beaucoup d'infos, mais ça synthétise les caractéristiques principales de chaque type d'action proposée dans le cadre du FACT. À mon avis, je pense que vous allez plus partir sur une action collective ou une action sectorielle puisque le but c'est d'embarquer un maximum de parties prenantes. Donc je vais peut-être pas m'attarder trop sur l'action individuelle, vous me direz. Mais donc l'action collective, c'est un dispositif qui permet qui est porté par, une tête de réseau, un acteur relais et qui permet d'embarquer entre 4 à 10 entreprises ou associations pour travailler autour d'un objet commun, de manière individuelle et avec sur des temps collectifs. Donc, le porteur de projet va recevoir, une enveloppe qui va dépendre du nombre de porteurs de projets, de projets embarqués, d'entreprises embarquées. Et le porteur de projet recevra également un financement pour coordonner, le projet. L'action collective, c'est avant tout une action où, le but est de poser un diagnostic, d'évaluer une situation et ensuite, avec les participants, de mettre en place un plan d'action qu'on va ensuite expérimenter et sur lequel on pourra faire un REX, un retour sur expérience, pour ensuite, capitaliser et transférer, ce qu'on aura appris, aux entreprises, qui pourraient être, intéressées. Donc c'est un projet sur 2 ans avec un certain nombre de pièces, justificatives qui sont demandées, au moment, du dépôt de la demande, du bilan intermédiaire et du bilan final. Donc vous avez, les différentes pièces qui sont listées ici. L'action sectorielle, quant à elle, porte plus sur la mise en place d'une offre de service ou d'une étude d'action. La durée est la même, 2 ans, mais les modalités de financement sont différentes. Là aussi, on va associer des entreprises, mais en principe un nombre plus grand d'entreprises ou d'associations,
ou les 2. Mais leur participation sera plus diffuse, c'est-à-dire et ces entreprises qui seront plus nombreuses vont pouvoir participer, à la mise au pot commun de tout ce qui marche sur la thématique ciblée pour, créer une offre de service qui va pouvoir, permettre, à d'autres ensuite de monter en compétences. Donc la partie capitalisation et transfert est beaucoup plus importante, à ce niveau-là, au niveau de l'action sectorielle et les financements peuvent monter jusqu'à 100 000 €. Un point très important, enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais les consultants peuvent être financés à raison de 1 000 € net de taxes, par jour et ça varie en fonction de l'action collective et de l'action sectorielle. Pour une action collective, c'est 8 jours d'accompagnement par entreprise qui sont répartis sur les temps, individuels et collectifs. Pour l'action sectorielle, on peut associer plusieurs consultants, même sur l'action collective d'ailleurs, ça dépend du sujet, mais plusieurs consultants, ça peut être un consultant QVCT, mais ça peut être aussi, un ergonome, ça peut être, un consultant spécialisé en égalité professionnelle, ou autre. Et on va pouvoir aussi faire appel à des prestataires pour nous aider à mettre en place l'offre de services, souhaitée. Chloé, merci beaucoup. Alors là, on passe sur la partie, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder. Voilà. Ce que je peux vous en dire de cette partie-là, c'est qu'on a fait le pari avec la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Corse, qui avait un enjeu fort à travailler sur, les populations, à focaliser sur les populations, au travail, partant, du principe que ces populations, peuvent être composées de jeunes, ou de moins jeunes qui n'ont pas la même vision du travail, les mêmes manières de travailler, ou alors qu'on peut vouloir, monter une expérimentation, dans un secteur d'activité où, la masse salariale féminine est plus importante ou au contraire, les hommes sont plus importants et comment, rééquilibrer ça? On peut aussi avoir des problématiques de main-d'œuvre, notamment d'intérimaires, en période saisonnière, qui peuvent venir, modifier les rapports des uns et des autres, au travail. Donc les problématiques sont multiples et on a bien conscience que ces problématiques vraiment dépendent de l'environnement du territoire. C'est pour ça que dans les slides qui viennent, on a essayé de cadrer, en généralisant, mais c'est toujours très délicat de parler de ces choses-là. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que Rosaire soit là pour développer cette partie-là, donc sur laquelle je ne vais pas m'attarder plus que ça, sauf On si essaiera de le éventuellement faire intervenir, voilà, hein. oui, voilà, OK. voilà, voilà. Mais l'hypothèse qu'on s'est ouais, je veux bien qu'on s'arrête là. L'hypothèse qu'on s'est dite, ce qu'on a identifié, c'est que partir des populations au travail, ça pouvait être, l'occasion, d'apprendre à mieux travailler ensemble malgré, nos différences, qu'on pouvait en faire une force et que ça pouvait servir la performance de l'entreprise. Donc, on peut avoir plusieurs types de projets. Là, ce sont vraiment des exemples. La liste, n'est pas exhaustive. Donc ça peut être un réseau d'entreprises, qui, décide de coordonner, la création d'une offre de services basée sur les bonnes pratiques de gestion de la diversité en entreprise, par exemple. Ça peut être une PME qui se fait accompagner par un consultant, pour engager un projet de transition organisationnelle, participatif, et inclusif. Ça peut être, un acteur relais territorial, qui va proposer une action, collective, pour mieux permettre aux managers de réguler et soutenir la réalisation du travail. Et là, je m'arrête sur cet exemple-là, parce que l'idée et ce sur quoi j'ai peut-être pas assez appuyé, c'est que dans tous les projets, que ce soit un projet individuel, collectif ou sectoriel, on invite le porteur de projet à faire en sorte que ce soit vraiment participatif. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes de l'entreprise, voire même, les prestataires, les partenaires soient embarqués,
dans le projet. C'est vraiment la base et l'ADN du FACT, c'est d'en faire un projet participatif. Donc si c'est un projet sur le management, il ne va pas s'adresser uniquement aux managers et ça va pas être un encadrement individuel. Ça on va être vraiment dans le collectif et les salariés vont pouvoir faire remonter, notamment en embarquant, les instances représentatives du personnel s'il y en a, des points qu'ils aimeraient traiter et sur lesquels ils pensent qu'une amélioration, est possible et donc il y a vraiment cette notion de dialogue professionnel, et de dialogue, social. Chloé, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Oui, alors on va parler du calendrier et du processus. Donc, cette année est une année un petit peu, particulière pour nous qui fait que on n'a pas pu lancer l'appel à projets au moment où on le voulait et c'est un peu problématique parce qu'il est paru juste avant, les vacances et donc de ce fait, les délais sont un petit peu contraints. On est contraint parce qu'on est une organisation publique, qu'on a des comptes, à rendre, enfin la clôture comptable à la fin de l'année et que donc, avant la fin 2023, il faut que toute la programmation 2023 soit bouclée. Du coup, on a des échéances très contraintes. Mais pour pallier à ce problème, ce qu'on a prévu et le deal qu'on a passé à l'ANACT, avec les 4 ARACT embarqués, c'est d'être là en soutien, pour vous et pour l'ARACT, pour aider, ceux qui le souhaiteraient à consolider leur projet avant le dépôt du projet. Donc oui, il y a bien une date butoir qui est le 10 novembre, mais en fait l'idée, c'est de travailler avec ceux qui le souhaiteraient avant cette date, en commençant par la production d'une note d'intention. Pour ensuite cheminer, pouvoir vous dire: «Bah, là c'est bon, vous êtes dans le cadre, mais il y a telle chose à revoir» ou «Là, la marche est trop haute, est-ce que vous pourriez, envisager de revoir votre projet de telle ou telle façon?» et cetera. Donc voilà, on est vraiment, là en soutien. Le dépôt se fait au fil de l'eau. L'idée étant qu'à la date butoir du 10 novembre, tous les projets arrivent via démarche simplifiée d'une manière, ficelée, avec toutes les pièces, justificatives demandées, heu, de manière à ce que nous, on ait déjà une bonne connaissance de ces dossiers, en amont et que la sélection ne soit plus qu'une formalité à ce stade. Donc dans la commission de sélection, vous aurez les directeurs, des 4 ARACT, vous aurez le responsable de la délégation au partenariat et au projet réseau de l'ANACT, qui chapeaute la mission FACT. Et vous aurez peut-être en amont, en tout cas les ARACT auront en amont, des conversations, des échanges avec les DRETS ou avec les DETS, pour avoir leur avis sur les projets. Voilà. Une fois que donc pendant la commission, on débat, on a une grille de critères sur laquelle je vais revenir, tout à l'heure et une fois que donc on va statuer, soit le dossier, est refusé et on argumente les raisons pour laquelle ce dossier est refusé, bien entendu, soit il est accepté tout de go, soit il peut être accepté avec des recommandations. Donc, le porteur de projet reçoit un courrier de notification, et s'ensuit, le conventionnement avec un premier versement et un séminaire d'ouverture qui va, permettre de lancer les projets, heu, sur le territoire. Chloé? Voilà, alors les critères. Vous avez ici les critères les plus importants. D'abord, il y a les critères d'éligibilité. Le projet est éligible, comme je vous le disais tout à l'heure, si, l'entreprise ou les entreprises à qui s'adresse le projet, ont moins de 300, salariés. Il est éligible si ça porte bien sûr sur la QVT, si le projet est innovant et alors là, je vais m'arrêter sur cette notion, parce que l'innovation dépend vraiment de
de l'expérience du porteur de projet. C'est-à-dire que si le porteur de projet n'a pas l'habitude de faire de l'expérimentation et qu'il se lance, qu'il propose une expérimentation avec le soutien d'un consultant, c'est innovant. Si le porteur de projet n'a pas l'habitude de travailler avec des partenaires, c'est innovant. S'il décide d'aller au-delà des attendus réglementaires, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est innovant. En revanche, s'il s'en tient à la mise en conformité avec les attendus réglementaires, là, le projet ne sera pas éligible. Ce sont toujours des actions de prévention primaire et parmi les critères, il y a la notion de paritarisme. Comme je vous le disais tout à l'heure, la démarche participative à laquelle on tient beaucoup et l'expérimentation. Et puis, bien sûr, la capitalisation et les potentialités d'essaimage. Donc, c'est créer des outils pour mettre en valeur ce que l'on peut retenir du projet qui a été mené, savoir qui pourra bénéficier de ces outils pour, à son tour, monter en compétences et imaginer comment cette appropriation par d'autres pourrait se faire. Donc il faudrait aller jusque-là. Ensuite, vous avez bien sûr la note de cadrage qui est spécifique à chaque appel à projet. Donc il faut tenir compte bien sûr de la thématique et croiser cette thématique avec les questions, les enjeux de l'amélioration des conditions de travail. Voilà, je m'arrête là pour cette slide. À moins que vous ayez des questions à ce stade-là. Moi, j'en aurai après simplement, Alix. D'accord, Voilà. OK. Alors, la slide d'après, on était sur la prise en compte de l'égalité homme-femme. Depuis quelques appels à projets et du fait de l'actualité de notre plan d'activité, de notre stratégie d'activité, nous prenons de plus en plus en compte l'égalité homme-femme dans les projets, en partant du principe que d'avoir cette façon non, enfin genrée en fait, genrée d'aborder le sujet de la QVCT peut mettre en exergue des phénomènes qu'on ne verrait pas autrement. Du coup, il n'y a bien sûr rien d'obligatoire, mais on s'est dit que certains projets pouvaient prêter justement à prendre en compte l'égalité homme-femme. Et il peut y avoir différents niveaux de prise en compte. Ce n'est pas rédhibitoire s'il n'y a pas de prise en compte de l'égalité homme-femme. Votre projet n'en sera pas inéligible pour autant. Mais c'est un petit plus et donc en fonction de vos besoins, on peut aussi, vous accompagner via la mission, égalité professionnelle pour affiner, votre stratégie ou les objectifs que vous pourriez avoir en la matière. Et lors de la commission de sélection, on va étudier votre projet, en fonction des 3 niveaux, enfin des 4 niveaux que vous avez là. Premier niveau, donc il n'y a pas de prise en compte de l'égalité. Le deuxième niveau, ça vise spécifiquement, l'objectif d'égalité. C'est rare, mais ça arrive. Mais ce n'est pas forcément, ce qu'on attend, en fait. C'est plutôt les niveaux 2 et 3 qui nous intéressent, à savoir que, dans le diagnostic, les besoins et les attentes, spécifiques des femmes et des hommes et les inégalités existantes sont prises en compte d'une manière transversale. Et puis, le troisième point, je ne le vois pas bien parce que parce que c'est caché par Ah, l'environnement de travail, mais oui. voilà, ça relève aussi de la transversalité. Voilà, je vous laisse lire, je l'ai plus en tête. Mhm. Voilà, on va passer à la slide suivante. Ah, je vois que Loïc Plaider lève la main. Oui, j'avais une petite question par Ouais, rapport à, notamment au niveau 3. Si vous oui. pouviez peut-être préciser un petit peu plus ce que vous entendez. Parce Alors que est-ce que Je ouais, vais le pour lire expliquer, alors. oui, je suis
Là, je suis pour le coup sur ma casquette représentant d'une union de services à la personne, où pour le coup, quand on entend parler d'égalité homme-femme, nous, c'est plus les femmes qui sont représentées que les hommes, alors qu'en général, on entend plus parler par rapport à rehausser la parité plutôt côté femme. Donc, cet aspect-là m'intéresse par rapport à ce que vous disiez. Si vous voulez, Alix, je lis le niveau 3 et puis comme ça, vous pourrez répondre favorablement à Loïc. Tout à fait. Donc, le niveau 3, le projet évalue les impacts différenciés du projet sur les inégalités. Et comme vous l'aviez dit, objectif transversal de prévention ou transformation. Ok, donc là, ça présuppose qu'on est à la fois des hommes et des femmes dans l'entreprise. Et qu'on va pouvoir, au regard de cette analyse différenciée, faire un diagnostic et mettre en place un plan d'action transversal, c'est-à-dire qui va toucher, le projet dans son ensemble, que ce soit au niveau de l'organisation du travail, de la santé et de l'amélioration des conditions de travail globalement. Voilà, pour avoir, c'est vraiment, ça permet en fait d'agir de manière transversale et globale sur le projet en faisant une approche différenciée. Je suis désolé, j'ai dit niveau 3, mais en fait, je voulais dire niveau 2, mais bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Alors, oui, là, ben, c'est assez proche du niveau 3, j'en conviens. L'idée, c'est d'identifier dès le départ les difficultés que les hommes ou les femmes pourraient rencontrer dans le cadre de leur travail. Voilà, c'est une autre approche, c'est-à-dire qu'on rentre par le prisme du genre, alors que dans la 3e niveau, ce sont les deux genres qui sont étudiés conjointement. Voilà, c'est deux manières de faire. Après, je ne suis pas spécialiste d'égalité professionnelle, donc je ne vais pas m'étendre plus sur la question. Mais si vous êtes intéressé, si vous avez des questions et si dans votre projet, cette question-là est importante, je peux vous mettre en relation avec la mission égalité qui va vous aider justement à structurer votre propos et peut-être à identifier des enjeux que vous n'auriez pas vus en fonction du projet. Je peux rajouter quelque chose pour justement Loïc. Notre ARACT, donc au niveau régional, a fait un bon travail sur la qualité de vie au travail pour justement les services d'aide à domicile en Guadeloupe. Donc Loïc, je te ferai passer la brochure qui a été éditée. Je la laisserai sûrement aussi au siège donc, de l'UDE. Et puis Monsieur Gob Rosaire sera également très disponible au cas où tu souhaiterais avoir plus d'informations, hein, Loïc. Voilà. Oui, je fais partie du comité de pilotage sur le projet en ce moment, sur l'attractivité dans le service à la personne, voilà. avec Monsieur Gob. Donc oui, je l'ai. Merci. Voilà, ok, super. Donc là, effectivement, des projets autour de ce thème ou de cette thématique, je pense, seront très intéressants. Ok, merci. Ok. Chloé, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Oui, donc là, c'est un coup d'œil sur la programmation, mais on ne va peut-être pas s'y attarder puisque vous êtes là pour l'appel à projet insulaire. Donc, on va passer à la slide d'après, mais on va passer à vos questions directement. C'est bien, on a du temps. Donc, voilà. Je suis tout oui. Oui. Je vais peut-être poser une question un peu plus globale, hein, Alix. Oui. Dans l'idée qu'effectivement, il y aurait une possibilité
d'avoir des projets. Est-ce qu'au sein donc, de l'UDE, ce serait donc l'UDE qui serait en contact avec vous après qu'on ait peut-être fait un diagnostic sur un certain nombre d'entreprises qui auraient besoin de bénéficier de ce fonds? Voilà. Est-ce que l'interlocuteur, effectivement, reste notre association de chefs d'entreprise? Oui, alors votre interlocuteur principal, c'est l'ARACT. En l'occurrence, je crois que France Gobelin est mobilisée et puis Rosergob. Moi, je suis vraiment là en appui et en fait, les ARACT me contactent. L'ARACT me contacte une fois que vous avez pris contact avec elle, en me disant: «Voilà, on a reçu, on a eu un appel téléphonique» ou «On a reçu telle note d'intention, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Donc on fait des allers-retours, pour, petit à petit, consolider le projet. Après, je vous entends parler de diagnostic. Il faut faire attention à une chose, surtout, c'est de ne pas commencer le projet avant le conventionnement. Si le D'accord, projet commence avant, on ne pourra pas prendre en charge financièrement, ce qui aura été commencé avant le conventionnement et d'accord. effectivement, dans le cadre du projet, il peut y avoir une phase de diagnostic. En principe, il y en a Mmh. souvent une qui est réalisée par le consultant. Mais Mmh. si vous entendez diagnostic, le fait d'approcher des entreprises ou des associations pour, d'abord savoir si, ils seraient intéressés et ensuite, mieux identifier les sujets, qui pourraient les intéresser. Là, oui, effectivement, dans l'idéal, il faudrait que les entreprises soient identifiées toutes avant le dépôt du projet et c'est là Mmh. que ça prend du temps. Ça prend du temps Mmh. ça prend du temps d'approcher les entreprises, de les Ouais. convaincre du bien fondé du dispositif, et d'identifier quel serait le fil rouge, l'angle d'attaque commun, aux différentes entreprises embarquées. Parce que Je vois. si vous n'avez pas de fil rouge au Mmh. moment du lancement, ça risque de faire quelque chose de très éparpillé, de très flou, de très global sur lequel, on aura plus de mal à capitaliser. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est plus intéressant, d'avoir des projets où ne serait-ce qu'au niveau de la synergie entre les porteurs de projets, d'avoir des objectifs communs, je pense que c'est vraiment aidant. Tout à fait. Alors on a bien conscience aussi que c'est compliqué donc de trouver ces entreprises. Si au moment du dépôt du projet, il y en a 3-4 qui ont signé je ne sais plus comment on appelle ça, il y a une fiche à remplir en indiquant, qu'on est bien en règle avec les minimis, qu'on n'est pas en liquidation judiciaire et cetera. Si on a 3-4 fiches au moment du dépôt, ça peut passer, mais il faut au moins qu'on en ait, quelques-unes, voilà. OK. Merci. Mmh. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que sur, ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas, est-ce que c'est clair notamment? Par exemple, je ne vous ai pas beaucoup parlé de la formation, mais en principe, le FACT n'a pas vocation à financer de la formation, sauf si c'est vraiment une toute petite partie, du budget et que c'est vraiment en lien avec le projet. Sinon, on renvoie vers les OPCO. Mmh. Le FACT ne finance pas non plus l'achat de biens matériels, ni de recrutement. Ça, Mmh. c'est vraiment important. Une chose très importante aussi, c'est qu'il faut que le consultant soit indépendant, externe, et ne soit pas, lié d'une manière ou d'une autre au porteur de projet, sinon le projet sera inéligible. Mmh. Donc pour les consultants, l'ARACT, en principe, peut vous mettre, en contact avec, plusieurs consultants. Ensuite, le porteur de projet fait son choix. On peut éventuellement, aider à identifier le type de consultant, les compétences dont le porteur de projet pourrait avoir besoin pour mener à bien le projet. Et sinon, vous avez Réflexe QVT, qui est une base de données, proposée par l'ANACT,
qui permet également de trouver un consultant. Mhm. Je vois dans le fil de discussion que Monsieur Grégoire, salut, bonjour, des propositions de projet de lean management avec un axe fort sur la QVTC peut-elle prise en compte et la mise en place de certification ISO 45001 ou 2600 peuvent-ils, 26 000 peuvent-ils être pris en compte? Alors pour la première question, sur les propositions de lean management, il faut faire le lien quand même avec, la question des populations. Donc voir, moi ce serait bien d'en savoir un peu plus sur le projet. Mhm. Là, c'est compliqué, comme ça de dire si ça pourrait passer. D'accord. Si vous pouvez envoyer une petite note d'intention, j'ai transmis à France Gobelin, un formulaire, de note d'intention, D'accord. avec les différentes rubriques à remplir si vous êtes intéressé. Après la mise en place d'une certification, non, on n'a pas, le FAC n'a pas vocation à aider à la mise en place d'une certification ou d'une labellisation. Parce que pour nous, on considère que c'est un petit peu des éléments, piégeux et que ça en tout cas, ça ne va pas forcément toujours dans le sens de la QVCT tel que l'entend le réseau ANACT et que, notamment pour les labellisations, souvent il y a une partie communication, vitrine très, très importante en fait, et qui relève pas de notre champ de compétences. C'est-à-dire que l'argent, l'enveloppe budgétaire qu'on va transmettre aux porteurs de projets, c'est avant tout pour, diagnostiquer, concevoir, expérimenter, échanger, capitaliser, transférer. Bien sûr, il y a dans l'action, sectorielle, il y a une partie communication, mais ça reste centré sur ce qui aura été mis en place et ça ne relève pas toujours et même très peu souvent de la certification ou de la labellisation. Mhm. OK. Voilà, je crois que Monsieur Grégoire essaye d'envoyer un autre message, mais voilà, je ne le vois pas apparaître. D'accord. S'il y a d'autres questions, je laisse les participants s'exprimer. Alors après, en attendant, ah non, je vois que ça arrive. Oui. Des projets d'expérimentation intégrant neurosciences, psychologues peuvent-ils être pris en compte comme perception cognitive du travail? Alors si l'idée est d'embarquer un psychologue du travail pour travailler, sur la QVCT d'un projet, oui. Si c'est pour, proposer un accompagnement individuel, comme je vous le disais tout à l'heure, aux parties prenantes de l'entreprise, ça sera pas éligible. Le côté neurosciences, je suis pas sûre que je pense pas que ce soit éligible, non. Mhm. OK. Je peux vous parler du rôle du porteur de projet. Mhm. Parce qu'il a vraiment un rôle, très fort, notamment quand il s'agit en fait, même quand il s'agit d'une action individuelle, mais encore plus fort quand il s'agit d'une action collective et sectorielle puisque, Mhm. ce sera l'interlocuteur principal de l'ARACT et de la mission FACT, le cas échéant. C'est lui qui va recruter donc le consultant, qui va contractualiser avec le consultant et qui va le payer. C'est lui qui va mettre en place, les réunions du COPIL et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup Mhm. parlé des partenariats. Donc il va suivre aussi le calendrier, qui va s'assurer que tout se passe bien et que, les attendus, soient que ce qui a été, fait soit conforme aux attendus. Il sera donc en lien avec le consultant, et puis il va participer à la capitalisation et au transfert, du Mhm. projet. Donc il a vraiment un rôle, très important. Et OK. c'est pour ça
que dans l'action collective, on a prévu une enveloppe budgétaire de coordination pour lui et que dans l'action sectorielle, il peut valoriser du temps de travail. Mhm. Après, pour les partenariats, si vous montez une action collective ou sectorielle, c'est très intéressant d'avoir des partenaires. C'est un gage de sérieux et c'est un gage d'ambition. Un partenariat qui va pouvoir vous accompagner, vous conseiller, vous donner des outils, voire vous financer une partie du projet aussi, qui va pouvoir vous aider à trouver, voilà, à vous mettre en réseau et de mailler le territoire, c'est très important. Pour le COPIL, donc un COPIL paritaire, c'est très important et qui se réunit régulièrement pour faire le point sur le projet et auquel l'ARACT sera associé. Mhm. Alix, une question sur les partenariats. Peuvent-ils être des collectivités, par exemple, conseil régional, conseil départemental? Alors oui, les collectivités ne peuvent pas être porteurs de projet, mais elles peuvent être associées en tant que partenaires, tout à fait. D'accord, très bien, merci. Il faut juste faire attention à ne pas, si c'est un partenariat financier, à ne pas dépasser les minimis. Donc les minimis, Ok. c'est ne pas avoir bénéficié de plus de 200 000 € sur les 3 dernières années fiscales. Ok. Merci. Voilà. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions saugrenues. Profitez-en vraiment pour me poser vos questions. Concernant les modalités financières par rapport à la libération des fonds, j'ai vu dans un slide que c'était 30, 40, 30. Oui, c'est ça. OK. Moi, par rapport à la temporalité, lorsqu'on a répondu et que c'est clôturé à partir du 10 novembre, quelles seraient les temporalités par rapport à ces différentes libérations, si on est accepté, bien sûr? Alors, quand votre projet est accepté, on vous envoie le courrier de notification en général une dizaine de jours après et puis, on lance tout de suite, le conventionnement. Donc dans le mois, vous êtes assuré d'avoir le conventionnement sauf période de vacances. Et une fois qu'on a conventionné, ça débloque, les 30 qui peuvent être versés au début du projet. Pour une action individuelle, il n'y a que 2 versements au début et à la fin. Et donc pour, l'action collective et sectorielle, vous avez 3 versements et le deuxième versement intervient au bout d'1 an puisque c'est un versement intermédiaire et que les projets durent 2 ans. À ce sujet, donc on fait des conventions de 2 ans. Si le projet dure moins longtemps, c'est pas grave. Si le porteur de projet a besoin de plus de temps, on peut prévoir, un avenant pour prolonger la durée du projet. Et du coup, ça repousse de temps aussi le versement du troisième. Oui, tout à fait. Oui. Okay. Monsieur Grégoire pose donc effectivement la question de l'accompagnement sur les DERP. Et est-ce que les projets QVCT peuvent être acceptés donc, en lien avec les démarches artistiques? En lien avec les démarches artistiques? Mmh. Alors là, moi, j'ai besoin d'en savoir plus. C'est difficile. C'est très difficile de répondre comme ça, mais on accompagne des projets sur le spectacle, dans le domaine du spectacle vivant. Donc si c'est sur un secteur artistique, tous les secteurs sont éligibles, en fait. Mmh.
Ah, comment utiliser Ah, la danse pour la… Voilà. là, j'ai bien peur qu'on soit quand même vachement très éloigné de nos sujets, hein. Ouais, Mhm. ouais. Non, moi je pensais, dans le milieu du spectacle vivant, il y a une petite communauté qui est en train de s'organiser pour voir, comment, faire pour, être dans la transition écologique et ce que ça va Mhm. changer au niveau de l'organisation du travail. Vous voyez, je pensais plus à des choses comme ça. Là, si la Ouais, danse c'est considéré comme un moyen, d'expression, ça ne sera pas éligible parce qu'on ce qu'on va rechercher avant tout, c'est le dialogue, dialogue professionnel, dialogue social. c'est ça. D'accord. Mmh. Vous pourriez me rappeler la différence entre action collective et action sectorielle dans ce que vous en attendez? Bien sûr. Action collective, le principe, c'est d'expérimenter quelque chose. Donc ça part souvent d'un diagnostic, fait par le consultant. Ensuite une mise en commun de ce diagnostic, et la conception d'un plan d'action qu'on va ensuite expérimenter pour en tirer, une expérience, qu'on va valoriser sous une forme ou sous une autre, un guide, une vidéo, un séminaire et cetera, auprès du plus grand nombre de personnes. Et donc là, le FACT va financer un consultant qui va accompagner, les entreprises sur des temps individuels et sur des temps collectifs. Donc ça va être, 8 jours par entreprise, que le porteur de projet en lien avec le consultant, va pouvoir répartir, soit sur des temps, individuels, soit sur des temps collectifs en fonction du projet. Et le porteur de projet bénéficie d'une enveloppe de 6 000 € pour la coordination. L'action sectorielle, c'est plus une offre de service, l'élaboration d'une offre de service. Donc on ne va pas aller, investiguer, finement ce qui se passe en entreprise. Ce sera plus des mises en commun, des retours d'expérience, des recueils de bonnes pratiques qui vont permettre de créer, de mettre en place une offre de service qu'on va ensuite, diffuser au plus grand nombre, d'entreprises du secteur ou de l'interprofession, possible. Donc là, c'est la mise en place d'outils plus conséquents, plus lourds, plus ambitieux que dans une action collective. Et là, l'enveloppe peut monter jusqu'à 100 000 €, puisqu'il peut y avoir du temps d'accompagnement par un ou plusieurs consultants, mais aussi, de la prestation de services, par une agence de communication, ou par un designer, par exemple, et cetera. Mais aussi du temps de travail du porteur de projet qui va lui-même réaliser certaines parties du projet. Mhm. D'accord, je pense que celle-ci est relativement intéressante pour nous et notre secteur du service à domicile, notamment Mhm. par rapport à la réforme des SAD. Je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là par rapport aux structures, Ouais. dans le cadre de leur maintien de leurs activités ou non, et leur rapprochement avec des SIAD. Donc, je pense Mhm. qu'il y a un travail, notamment sur la partie, le volet managérial aussi, puisque c'est des façons de fonctionner complètement différentes. Donc, il va falloir forcément créer quelque chose, j'ai envie de dire, pour que tout ceci puisse se mettre en symbiose, en fait. Donc, je pense qu'il y a un travail Mhm. à faire. Et comment vous voyez les choses du point de vue de l'action sectorielle? Parce Je que ne vois rien encore. non, mais est-ce que l'idée, c'est de monter une offre de service véritablement ou d'expérimenter ce que pourrait être justement un fonctionnement, SIAD, SAP? En toute honnêteté, les deux. Donc, aller partir sur du collectif, je pense, c'est du sectoriel. Mais c'est possible aussi en fait, hein. Vous pouvez très bien faire une action, sectorielle, avec une partie, action collective, hein. Ouais.
Ouais, mais je pense, et c'est pour ça que je vous ai bien demandé est-ce que vous Ouais. pourriez me rappeler les différences, parce que je pense qu'on émargerait sur les deux, en fait. Mhm. Voilà, OK. Ok. Oui, c'est vrai que le secteur du service à la personne peut effectivement avoir des projets intéressants et pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Mhm. Ouais. Et parmi les participants, parmi vous, là, est-ce que d'autres personnes ont des projets, des idées? Moi, j'avais avant émis un peu l'idée, toujours en lien cette fois-ci avec la gestion des risques majeurs sur nos territoires, puisqu'on reste malheureusement très très vulnérable et de plus en plus. Hein, l'actualité météorologique récente nous prouve bien que nos entreprises risquent d'avoir de grosses difficultés à émerger en cas d'événements importants. Et voilà, je pense que tout ce qui va être en lien avec une offre de service sur les plans de continuité d'activité pourrait être mis en place dans les années futures. Pas forcément là, parce que 2023, ben, c'est fini. Mais la réflexion, voilà, je considère qu'il faut qu'elle soit réellement mise sur la table avec des partenaires qui ont tout lieu d'être partenaires, que ce soit la préfecture et le conseil départemental et régional. Oui, on en avait parlé ensemble, effectivement, Voilà, un projet sur le plan de continuité d'activité, c'est vraiment très c'est vaste, intéressant. oui. Oui, et très vaste. Après, dans le cadre de cet appel à projet-là, là, comme ça, je ne vois pas comment ça pourrait s'imbriquer avec la thématique. Il faut vraiment garder à l'esprit, enfin, référez-vous vraiment fortement à la note de cadrage. Tout à fait. Euh, Parce que si votre projet, il est dans les clous, il parle de qualité de vie au travail, mais qu'il n'embarque pas la Mhm, thématique des populations et de la diversité des populations au travail, il sera mhm, pas, il mhm. sera pas éligible dans ce cadre, malheureusement. Voilà, Ah, voilà. ouais, ouais, C'est ça, il y a le lien à trouver. Et puis, oui. mais bon, il y a des sujets intéressants, selon moi, sur ce domaine. Oui, oui, et puis on pourra y réfléchir, hein, il y a aucun Oui, souci, hein, Myriam. tout à fait. Merci. Deux autres questions, je pense. Il reste 2 minutes. Il y a projet dans le secteur du déchet et offre de services dans le secteur du bâtiment. Nous Ouais. demande M. Grégoire. Donc, c'est des secteurs qui nous intéressent beaucoup. Donc, dans le secteur du déchet, enfin du recyclage en tout cas, on en a quelques-uns dans les tuyaux. Et du bâtiment, on a prévu il est fort probable qu'on en mette un en place, mais au niveau national l'année prochaine. Mhm, Mais ça n'empêche absolument pas de déposer, quelque chose, dans le cadre de cet appel à projet insulaire. Oui, oui, mhm, on perçoit bien la nécessité d'aller sur ce terrain-là avec, toutes les problématiques, d'emploi, de pénibilité du travail, de de fossé générationnel, de sécurité, de santé, mhm. d'accidentologie et cetera. Donc, Tout oui, à oui, fait. Mhm. très intéressant. Mmh. Oui, deux secteurs, effectivement, qui peuvent contribuer à améliorer euh, la vie et les conditions de travail. Oui. Mhm. Est-ce que M. Grégoire a une dernière question, je pense. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, allez-y. Tout d'abord, merci pour la qualité des échanges. J'ai d'abord écrit parce que je faisais une autre réunion en même temps. Donc, excusez-moi s'il y a eu quelques fautes dans ce que j'écrivais. Merci On vous en prie. pour les explications. Sans faire trop de blabla, sur la suite, comment aujourd'hui
ça se passe? On se dirige vers l'UDE pour avoir plus d'infos, on se dirige vers l'ANAC. Vous l'avez peut-être dit, mais comme je jonglais entre mes deux réunions, je m'excuse si vous devez répéter un propos déjà tenu. Alors, j'ai peut-être répondu partiellement, en fait, parce que j'imagine quand même, Myriam, qu'il y a un intérêt pour vous à être dans la boucle et peut-être qu'il y a des projets aussi qui peuvent se marier ou se consolider ensemble, je ne sais pas. Ça peut arriver, et même entre territoires, hein, entre Guadeloupe et Martinique, c'est aussi possible, notamment sur une thématique, sur un secteur. En tout cas, l'idée, c'est d'être en lien avec l'ARACT, mais de tenir informé l'UDE. Vous êtes d'accord avec ça, Myriam? Oui, Enfin, oui, je ne tout sais à pas fait. comment vous voulez procéder, mais ou peut-être dans un premier temps vous organiser avec l'UDE pour faire remonter les demandes et voir comment ça peut se structurer. Je ne sais pas, il y a peut-être une étape préliminaire à identifier, à imaginer. Oui, 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 tout à fait. Je pense qu'il y a un point que je devrais faire donc avec la direction, le bureau, le secrétaire général. Voilà, je ferai un point avec notre chargé des mandats, puisque moi je suis mandataire. Monsieur Roser Gob, donc le directeur régional de l'ANACT, est à notre disposition également. Donc, je pense que les trois parties devront se rencontrer, c'est-à-dire les personnes qui ont des projets au sein de l'UDE, voilà, et puis avec Roser Gob. Et effectivement, le porteur de projet, s'il s'agit de plusieurs entreprises adhérentes au MEDEF, à ce moment-là, oui, le porteur de projet peut être l'UDE, avec un accompagnement par l'ARACT, et puis voilà. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais qui est peut-être important d'aborder et je ne l'ai pas fait parce que par méconnaissance de vous, acteurs, c'est que si on a plusieurs projets portés par l'UDE, il va falloir faire un choix. D'accord. Ça veut dire que on ne pourra pas sélectionner 2 projets portés par l'UDE. Ou alors il faut trouver un autre montage où l'UDE soit partenaire et dans le copil, mais voilà, la règle, c'est qu'on ait un seul projet en cours porté par une seule et même organisation. D'accord. Voilà. Ok. D'où peut-être la nécessité de monter une action sectorielle qui embarque un maximum de parties prenantes. Mais après, vraiment, tout dépend des objectifs de chacun. Après, il existe des manières de contourner ça, oui, comme je vous le disais, si besoin, en faisant jouer les niveaux régional et local. Et en switchant de place et en faisant partie du comité de pilotage. D'accord, ok, très bien. Voilà, ben, je ferai un point avec Madame Jean Géna, qui est responsable des mandats. Et puis, voilà, elle va un peu nous aiguiller. Et on revient vers Monsieur Grégoire. Voilà, on restera en lien de toute manière si Monsieur Grégoire a déjà des projets en tête. J'ai Bien vu que sûr. Loïc aussi. Donc, voilà, à mon avis, il y a déjà des personnes intéressées sur certains sujets. À nous de voir voilà, comment Oui. mettre en place assez rapidement Oui. une première réunion peut-être de travail sur ça. D'accord, très bien. Bah, je reste à votre disposition via France Gobelin. Oui, oui. Si vous avez besoin de retour, si vous voulez un avis, etc., n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je repasse la parole peut-être à Chloé. Alors, juste avant de clôturer, je rappelle que le webinaire est effectivement enregistré. Donc, pour tous les participants ou tous les adhérents, pardon, qui n'auraient pas pu assister ce matin, et puis tous ceux qui ont assisté mais qui souhaitent revoir, ben, ce sera également possible. Voilà, Chloé, je vous laisse la parole.
Bah, écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est Ah, que... Ah, attendez, on va changer. Est-ce que vous m'entendez mieux? oui, c'est mieux. Je jongle entre l'ordinateur et la visio de la salle de réunion. Donc, bah, écoutez, juste vous remercier. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir voilà, posé des questions. Donc, c'était très concret. J'espère que ça vous a servi. Et puis, voilà, comme disait Myriam, le webinaire va être disponible d'ici fin de semaine si vous souhaitez revoir ces échanges. Voilà. Donc après, Alix, je ne sais pas si vous pouvez peut-être diffuser le PowerPoint de présentation. Je pense que je vais peut-être avoir la question. Est-ce que vous avez un support à diffuser? Ah oui, j'ai un support qui peut être très aidant, c'est la foire aux questions. C'est une foire aux questions qui est présentée sous forme de PowerPoint, mais en fait un PowerPoint conçu comme un site web. Donc, vous naviguez dans le Ok. site web avec un menu et du coup, ça va vous permettre de répondre, je pense, à 80% des questions que vous pouvez vous poser. Donc, ça peut être très aidant pour vous aider à mettre en œuvre un projet. Ouais. Ok. Est-ce que du coup, vous pourrez me le faire parvenir par mail? Comme ça, je ferai suivre à tous les adhérents. Bien sûr. Super. Merci à Très vous. bien. Voilà. Bien. Écoutez, Eh ben, je merci à pense. tous. Merci beaucoup. Merci, Alix. Bonne fin de Merci de journée. m'avoir invité. Merci Merci, à Alix. bonne Et bonne continuation. journée. Au revoir. Merci. Merci. À Merci. Merci, bientôt. Chloé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.